En vérité, effectivement, mes amis, il y a deux origines fondamentales et profondes qui vont accompagner, guider, inspirer les dirigeants de notre peuple pendant toute notre histoire. Deux sources fondamentalement différentes pour justifier notre relation à la terre et notre réaction face aux nations. Est-ce que nous avons cette terre parce qu'elle est à nous en tant qu'hommes, ou nous avons cette terre parce qu'elle est à Dieu qui nous la prête, même s'il nous la prête pour longtemps, comme Dieu de toute façon est éternel, qu'est-ce que c'est pour lui quelques millénaires? C'est même pas le temps de le dire. Peu importe. Et effectivement, vous devinez ce que je vais dire, ces deux sources d'inspiration s'appellent l'une Yosef et l'autre Yehuda. On s'arrête, on dit merci, on dit bravo, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'expliquer. Il y a effectivement deux visions fondamentales qui jusqu'à aujourd'hui nous accompagnent et qui ne voient pas que c'est le fond du fond du fond de tous les problèmes qui divisent notre jeune nation. Tout le reste c'est du remplissage, ce n'est que ça le problème. Est-ce que cette terre appartient à un peuple ou elle appartient à Dieu? Est-ce que nous sommes sur cette terre comme tous les autres peuples propriétaires de ce territoire, où nous ne sommes qu'autorisés à y être par la bonne volonté du maître du monde, même si cette bonne volonté dure éternellement, mais qu'à chaque instant nous ne sommes que, on pourrait dire, des visiteurs, que Dieu, je ne sais même pas si je veux dire le mot locataire, car j'ai une notion de propriété, des visiteurs que Dieu autorise à rester, même pour l'éternité, peu importe sur cette terre, mais fondamentalement elle n'est pas à moi. La vérité, c'est que la Torah joue sur ces deux notions, maintenant que vous avez les deux clés. Par exemple, la loi de la Shemitah, le fait de ne pas travailler tous les 7 ans. Qu'est-ce que le verset dit? Ki l'Hashem haaretz, parce que la terre appartient à Dieu. C'est clair. Mais d'un autre côté, quantité d'autres passages et d'autres versets qui montrent bien qu'on a, oui, un droit de propriété sur cette terre. Les deux sont vrais. Yosef et Yehuda. Le problème, c'est que les deux sont vrais, mais comme deux vérités qui sont différentes et qui ne peuvent pas cohabiter en même temps, cela signifie qu'il y a des moments où c'est l'une vérité qu'il faut mettre en évidence et des moments où c'est l'autre vérité qu'il faut mettre en évidence. Et surtout, la pire des choses, c'est de se tromper de moment. De mettre la vérité de droite en évidence quand ça aurait dû être celle de gauche et vice-versa. Et c'est tout le problème de notre histoire. La tendance Yehuda dans notre peuple est la tendance qui sait, qui comprend, parce qu'elle a été créée pour comprendre et fonctionner de cette manière. C'est la nature profonde de son âme. Elle n'a pas de mérite à elle comme elle est, parce que c'est comme ça qu'elle a été créée, programmée. Et la partie de notre peuple qui comprend que l'humanité, que la terre, dans le sens avec un grand T, que la terre tout entière a été distribuée aux 70 peuples, et ils en sont propriétaires. Sauf une terre n'a pas été distribuée parce que Dieu n'a pas voulu perdre sa propriété, c'est la terre d'Israël. Et donnons un exemple simple pour comprendre ce que je dis. Dans le palais du roi, qui bien sûr est l'endroit même de l'expression de sa puissance et de sa propriété, c'est bourré de serviteurs, de ministres, de sous-ministres, de conseillers, etc. Ils sont tous là, ils ont tous des lichkotes, des bureaux, tout ce que vous voulez. Il y en a un qui se sent propriétaire dans le palais du roi, qui bronche, on va voir où il va terminer. Par contre, loin du palais, dans les terres distribuées aux paysans, aux nobles, aux bourgeois, tout ce que vous voulez, pour prendre une image royale, c'est sûr qu'il y a un droit de propriété. C'est clair que le seigneur est propriétaire de ces terres. Et aujourd'hui, c'est clair qu'à plus forte raison dans une société démocratique, que c'est sûr qu'à l'Élysée, d'une certaine manière, ne règne que, ou à la Knesset, ne règne vraiment que celui qui est élu, mais dans tous les autres endroits, chacun sent qu'il est propriétaire. Exactement de la même manière, le monde a été divisé en 70 terres, mais la terre d'Israël, c'est le palais de Dieu. Même ceux qui sont à ses côtés pour l'accompagner et l'entourer, Israël ne sont que autorisés à fréquenter le palais, à diriger avec lui, mais ce ne sont en aucun cas des propriétaires. Ça, c'est la vision profonde et fondamentale qu'a Yehuda de sa relation avec la terre d'Israël. C'est pour ça que Yehuda n'acceptera jamais de négocier quoi que ce soit et de parler avec qui que ce soit sur le bien fondé de sa présence. Imaginez-vous un pecno qui arrive et qui dise
au ministre des Finances, ou au ministre, ce que vous voulez, en plus le ministre de la Guerre, qui lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Montre-moi ton papier comme quoi tu as le droit d'être dans le palais, toi. C'est moi qui dois y être. Vous imaginez qu'un ministre intelligent va commencer à négocier, et va aller chercher son papier pour lui montrer? Il dit, mais attends, t'as un problème, va voir le roi, il va trancher lui, mais je te préviens, t'as intérêt à te préparer à ce qu'il va trancher, parce que ça va vraiment trancher. Va voir le roi, espèce de petit insolent. C'est comme ça que Yehuda raisonne. Qu'est-ce qu'il a besoin de se fatiguer à négocier avec des crétins alors que le roi est là pour trancher? Ça, c'est la vision de Yehuda. Le problème, c'est que le maître du monde a voulu qu'il y ait dans notre peuple une autre approche, une autre vision. C'est la vision de Yosef. Yosef, lui, mes amis, s'enracine dans ce qu'on appelle le droit humain. Dans le droit que la justice internationale comprend et peut appuyer. Parce que c'est vrai aussi que cette terre a, s'il vous plaît, c'est vrai aussi que cette terre a été donnée à Shem. C'est vrai aussi que des descendants de Shem, le plus illustre, c'est Abraham. C'est vrai aussi que si on avait interrogé Shem et on lui avait demandé cette terre après toi, qui veux-tu qu'elle passe, il aurait dit bien sûr Abraham. C'est le seul de mes enfants qui continue mon chemin. Donc c'est vrai l'argument de droit humain pour revendiquer l'appartenance de cette terre. Mais pour ça, il faut une structure spéciale qui s'appelle Yosef. Yosef, lui, sa sensibilité est le droit international. Je fais valoir mes droits en tant qu'homme. C'est moi le volé, cette terre est à moi. Et c'est ça les deux Rashi, mes amis. Bravo. Le premier Rashi parle de la manière dont Yehuda justifie sa présence sur cette terre. Elle appartient à Dieu. Le deuxième Rashi parle de la manière dont Yosef et ses descendants parlent de cette terre. Elle appartenait à Hachem, on nous l'a volée, on ne fait que la restituer. On ne fait que la récupérer. Les deux rachis sont vrais parce que les deux structures existent, tout le problème de savoir dans l'histoire quand il faut utiliser l'une et quand il faut utiliser l'autre. Tout le monde comprend maintenant, mes amis, pourquoi Yehoshua a ce tempérament relativement fragile d'en faire plus que ce qu'on lui demande pour établir des liens de reconnaissance avec les étrangers. Parce que dans la mesure où l'essence même de Yosef et de sa compréhension en tant que propriétaire, c'est de faire valoir le droit. Donc pour faire valoir le droit, il faut donc forcément une reconnaissance. Et donc Yosef est donc lié, tenu, soumis, dépendant de cette reconnaissance. Et comme Yosef souffre, Yosef est ce qu'il représente, donc Israël dirigé par Yosef, souffre cruellement de ce sentiment d'isolement et d'abandon et de rejet, automatiquement une extrême en amène une autre, et dès que Yosef sent un minimum de reconnaissance, il a tendance à exagérer, à payer n'importe quel prix pour s'assurer que cette reconnaissance est bien reconnue. Ça c'est Yosef. Et on a tout compris, toute notre histoire est là. Maintenant, vous comprendrez, mes amis, aussi quelque chose d'extraordinaire. On voit même dans les personnages de Yosef et de Yehuda, en tant que personnages bibliques, pas en tant que symbole au niveau de l'esprit, en tant qu'homme de chair et de sang, on voit déjà dans les germes de ces deux êtres cette tendance différente. L'un, il se fout royalement de ce qu'on pense de lui, et l'autre, il est toujours en train de chercher la reconnaissance. Mais mes amis, les fameux rêves que Yosef a racontés à ses frères, et que la Torah lui reproche gravement d'avoir osé raconter des rêves pareils, parce que c'est de la provocation insolente et pédante, comme Rachid l'explique. Qu'est-ce que ça dénote comme trait de caractère? Le besoin de quoi? D'être reconnu. Parce que si Yosef avait été sûr de lui, si Yosef avait fonctionné avec Hachem tout seul uniquement, à partir du moment où j'ai rêvé, qu'est-ce que j'ai besoin de le raconter? Qu'est-ce que ça dénote le fait de raconter? C'est comme pour s'assurer que ça va être bien reçu, bien accepté. Parce que Yosef sent très bien ce que ça a de dur, de ce que ça implique de dangereux pour lui. Il est le plus jeune des frères. Comment se fait-il qu'il va s'imposer sur des lions comme Yehuda? Mais Yehuda, il va le bouffer rien que de son regard. Donc il est en train de tâter le terrain. Vous savez ce que j'ai rêvé? Tape pas trop fort, je suis encore tout jeune.
Donc le fait qu'il est en train de tâter, de voir ce qui va se passer, ça prouve donc que quoi? Qu'il n'a pas un ofi, il n'a pas la véritable trempe de celui qui me dit montez, descendez, je me fous de ce que vous pensez, c'est comme ça, un point, c'est tout. Ça c'est déjà Yehuda.